Bon bah on a une chance aujourd'hui, on a réussi à mettre la main sur une équipe de gens qui sont administrateurs, enfin candidats à la production de blocs dans l'EOS. Donc je sais que l'EOS déchaîne les passions sur internet en ce moment, et puis pour nous c'est une super chance de pouvoir vous donner la parole devant la caméra. Donc on va vous cuisiner, parce que aujourd'hui il y a tout un énorme vent de débat sur la toile, et en fait aujourd'hui on va pouvoir éclaircir certains points, enfin j'espère. Et donc on va commencer déjà par des présentations. Vous allez en faire un petit tour et puis vous nous dites un petit peu rapidement ce que vous êtes par rapport à ça, comment vous êtes rencontrés peut-être aussi, et puis quelles sont vos aspirations par rapport à cette possibilité de miner des blocs EOS, et après on parlera de comment ça fonctionne, etc. Moi je suis Benoît Huguet, donc je m'appelle Benoît Huguet, donc je pourrais me répéter. Donc je suis un des cofondateurs de FranceOS. Je me suis associé avec Adrien, Nazim, Morgan et toute la team. Donc il y a également Robin. En fait c'est 3 sociétés. C'est la société ADAP, donc qui représente en fait l'aspect technique, la société BitConseil. Donc nous on est un média, organisme de formation, société de conseil française, et le média Journal du Coin. Donc c'est la réunion de 3 acteurs en fait français, et on a eu la volonté de participer en fait à l'écosystème EOS. Voilà. Bonjour, Adrien Bensaibi, donc je suis fondateur de la société ADAP, qui est une société spécialisée dans l'hébergement et la sécurisation de nœuds pour les blockchains. Le projet EOS est très pertinent pour monter des infrastructures sécurisées et mondiales. Donc j'ai rejoint ce projet avec beaucoup d'envie pour créer un réseau sécurisé sur ce réseau. Et moi c'est Nazim, je suis, comme Benoît le disait, cofondateur de BitConseil, Journal du Coin, et on est donc impliqué dans le projet FranceOS. FranceOS, ça vient pas nulle part, ça vient de l'esprit d'un homme qui s'appelle Dan Larimer, et qu'on suit depuis un petit moment, puisqu'on était déjà à l'époque de ProtoShares, puis de BitShares, puis Steemit. Aujourd'hui on pense, on a une certitude, on pense que EOS en fait peut devenir une technologie qui peut changer, pertinente par rapport à l'ensemble des concurrents. Donc moi c'est Morgan, je suis aussi cofondateur de BitConseil avec donc mes chers amis Nazim et Benoît, et donc désormais cofondateur de FranceOS avec Adrien, qui est lui vraiment le lead developer et on va dire le CTO de FranceOS. Alors je tiens quand même à préciser une chose, c'est que FranceOS c'est une activité parallèle à nos activités respectives, que ce soit BitConseil, ADA pour Adrien et le Journal du Coin, qui est un des premiers médias de news et d'actualité au sujet des crypto-monnaies en France. Donc en fait cette réunion de 3 acteurs a créé FranceOS, mais ça reste un projet parallèle, c'est-à-dire qu'on est plutôt blockchain agnostique de manière générale. Nous sommes avant tout des bitcoiners évidemment, nous sommes dans la crypto-économie depuis plusieurs années désormais. Et l'idée de monter FranceOS, comme le disait Nazim, est venue en fait de l'ambition de Dan Larimer, qui est un des acteurs emblématiques de la crypto-monnaie, avec de la crypto-économie même au sens large, avec Vitalik Buterin. Et donc en fait c'est un système qui nous a attirés tout simplement parce qu'il est très très différent de la plupart des blockchains ouvertes qu'on a eu le loisir d'expérimenter au fil des ans. Donc l'idée en fait de monter FranceOS est tout simplement venue du constat qu'il n'y avait aucun acteur français dans cet écosystème. Donc on aura sans doute le loisir d'expliciter la gouvernance et le mode de fonctionnement d'EOS un peu plus tard, mais disons que le protocole EOS est géré par certains acteurs qui sont élus par les détenteurs du token en question, l'EOS, et il n'y avait aucun Français tout simplement qui candidatait pour ce poste-là. Donc on s'est dit que naturellement nos activités maîtres nous donnaient la légitimité pour prétendre à ce rôle, et nous sommes plutôt fiers de le représenter. On va dire donc on est au top en France. En plus en France, voilà, on a des super infrastructures, on a Adrien qui nous sécurise ça avec facilité. De différenciation, c'est tout à fait. Adrien, ancien. J'étais ancien. Alors, il faut savoir qu'en France, on a quand même de l'expertise dans l'infrastructure. On a une grande boîte qui s'appelle OVH, mais j'en parle pas.
on a de l'expérience en infrastructure au niveau de la société ADAP pour sécuriser des nœuds. Et aujourd'hui, cette expertise-là, on est capable de l'apporter sur pas mal de projets. Et sur le projet Franceos, ça avait vraiment une légitimité. On a sélectionné des offres de housing, on a mis nos serveurs. Et aujourd'hui, avec toutes les protections qui ont été développées cette dernière année, que ce soit en termes d'anti-DDoS, de réseau, de relancement des services, de tests et plein de choses qui sont obligatoires pour lancer une blockchain en production. ADAP est fait pour la production, c'est notre objectif. Mais à côté, nous, notre qualité en fait, en tant que média à l'origine, c'est la volonté en fait de démocratiser cet écosystème auprès du public francophone, car on a réalisé que en fait, EOS est souvent honnêtement bâché très régulièrement, et donc il y a certainement des critiques à avoir, mais de là à traiter ça de scam, nous on trouve que c'est un peu, en fait, c'est souvent de la méconnaissance, et donc on estime qu'il y a un énorme travail de pédagogie à faire, notamment auprès du public francophone, mais dans le monde entier. Et en gros, notre idée, c'est d'essayer de grossir l'écosystème EOS en y apportant une nouvelle communauté qu'on représente déjà bien au terme de nos activités antérieures à FranceOS. Deux trucs à quoi on est bon, la technique et la pédagogie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le réseau EOS est distribué dans le monde entier, mais on a peu d'acteurs européens et on n'avait pas du tout d'acteurs français sur ce modèle-là. Donc il fallait se différencier et créer quelque chose. Il y a beaucoup d'investisseurs français qui ont envie de voir EOS se développer suivant eux comment ils le comprennent et quel projet ils veulent pousser, et pour ça il faut leur proposer vraiment un socle et des gens qui sont capables de réaliser leurs projets. Si vous allez sur d'autres continents, les gens auront d'autres attentes et c'est eux qui vont transformer ce réseau pour répondre à leurs attentes. Nous aussi on a des attentes avec la communauté française et c'est pour ça qu'il faut aussi pousser nos attentes sur ce réseau-là. Bon, super. Merci déjà pour toutes ces premiers développements de réponses. Donc en fait maintenant on aimerait savoir justement un petit peu l'histoire de l'EOS, donc vous allez pouvoir y répondre aussi. Et puis concrètement comment c'est utilisé aujourd'hui dans la réalité, comment ça fonctionne, quel est le principe de cette blockchain, la différence avec les autres, les systèmes de consensus, comment vous fonctionnez concrètement, qu'on y comprenne quelque chose. Donc pour faire un petit historique de EOS, c'est le 3e projet de Dan Larimer et le concept sous-jacent c'est le Delegated Proof of Stakes. Donc c'est un mot compliqué pour désigner un nouveau modèle de gouvernance et nous concrètement c'est ce qui nous séduit à travers EOS, car c'est vraiment ce qui différencie EOS des autres blockchains de type Bitcoin ou Ethereum qui fonctionnent on va dire sur la Proof of Work, qui a des qualités indéniables, c'est-à-dire que c'est robuste, ça a été éprouvé dans le temps, mais en termes d'évolutivité et de gouvernance c'est très dur de faire évoluer Bitcoin, de trancher certains litiges, de donner la parole en fait aux token holders. Et donc EOS se fonde sur une philosophie un petit peu différente, dans le sens où le pouvoir appartient à tous ceux qui détiennent des EOS, qui peuvent faire le choix d'élire un délégué, et ces délégués ont la lourde mission de faire tourner l'infrastructure, de faire évoluer le réseau et de représenter finalement ceux qui ont voté pour eux. Et l'idée, dans le fond, conceptuellement, c'est de faire un compromis entre une décentralisation qu'on va dire absolue en théorie, c'est-à-dire celle de Bitcoin. En théorie, c'est one CPU, one vote. En pratique, cette décentralisation absolue a ses limites, qu'on va retrouver en fait dans les fermes de minage, dans les producteurs d'ASIC. On va se rendre compte que finalement de l'idéal qui est one CPU, one vote, on va se retrouver dans un réseau qui est plus centralisé que ce qu'il ne devrait être. Donc ça c'est un constat que fait EOS, c'est-à-dire il accepte ce fait que Bitcoin n'est pas aussi décentralisé qu'il aimerait être. Du coup, une fois qu'on fait ce constat, on peut réduire finalement le réseau à 21 acteurs élus et ça va permettre d'avoir des gains en termes de performance et d'évolutivité. C'est-à-dire que EOS repose actuellement sur le protocole Graphene qui permet théoriquement de faire 1 million de transactions par seconde et en pratique plusieurs milliers. Donc c'est un compromis en fait entre décentralisation et scalabilité. Nous on estime que c'est un compromis intéressant et c'est un compromis intelligent dans le sens où on estime qu'il reste résistant à la censure dans la mesure où le contrôle de ce réseau appartient in fine
aux détenteurs des tokens. Et donc on les invite joyeusement à faire, oui, à voter pour nous notamment, mais surtout à faire usage de ce pouvoir de vote, parce que c'est à eux qu'il appartient d'utiliser leur token pour exprimer leur volonté. Voilà. Et donc on estime que c'est vraiment un modèle enthousiasmant. Et alors pourquoi EOS il en existe par rapport, ce système a déjà été tenté, BitShares, Steemit, et en fait une des qualités qu'on trouve dans EOS, c'est que c'est le 3e projet de Daniel Rimmer, donc on peut raisonnablement supposer que son expérience passée lui a appris comment améliorer le système. Contrairement à d'autres réseaux qui sont intéressants aussi, on pourrait citer Tezos ou Lisk, ou il y a des DPoS, mais ce sont des premières expériences. Et nous, on valorise l'expérience en fait de Dan Larimer, ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir des limites. Un autre côté aussi, qui est souvent très conflictuel, qui nous, on estime être un avantage, d'autres vont être choqués, c'est que l'équipe en fait fondatrice de cette techno, Block One, a quand même réalisé une ICO record, donc qui a fait 4 milliards en un an. Et alors certains vont s'en insurger parce qu'ils vont estimer que c'est pas assez développé, mais en réalité en fait avoir un capital important, et bien finalement c'est s'assurer de pouvoir financer des projets, financer tout un écosystème. Et quand on a la volonté en fait de concurrencer Ethereum voire même Bitcoin, finalement être capitalisé à hauteur de 4 milliards, on estime que c'est plutôt une qualité. Donc c'est toutes ces raisons qui font que on estime très pertinent en fait de s'impliquer dans cet écosystème qu'on pense avoir de l'avenir. Ok, donc on a aussi une question d'une personne qui est avec nous, que je ne citerai pas, qui nous pose justement l'intérêt finalement des détenteurs d'EOS classiques, et donc pas de nœuds comme ça, de pouvoir, disons, participer. Quel est leur intérêt au niveau participation des votes? Quel est le retour sur entre guillemets investissement, puisque oui, c'est toujours un petit peu la question dans les crypto-monnaies, finalement c'est l'argent. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un quelconque intérêt, ou c'est simplement de pouvoir aider la communauté à se développer de manière plus juste? Enfin, je pense que c'est surtout ça. En un mot, c'est valoriser leur épargne. Ouais. Si tu votes pour un block producer qui est capable de fournir des outils pour améliorer le réseau, ce sera forcément plus intéressant pour la sécurité, pour la sécurité de la blockchain. Si vous avez des outils qui se développent comme Everypedia ou d'autres DApps qui seront intéressantes sur EOS, demain vous aurez un réseau qui va gagner en valeur par rapport aux outils qu'il est capable de fournir. Et c'est pour ça que vos votes sont super importants. Vous allez pouvoir voter sur les équipes que vous trouvez intéressantes pour créer des projets qui seront intéressants pour cette blockchain. D'ailleurs, on développe des outils. Alors j'ajouterais que contrairement au Proof of Stake pur, donc le modèle de Casper, propulsé par Vitalik Buterin et Vlad Zamfir, il n'y a pas d'incitation économique directe à voter, c'est-à-dire que vous n'allez pas être rémunéré pour vos votes directement. Le fait de voter est juste une manière d'exprimer son opinion sur les développements à venir d'EOS en votant pour votre producteur de blocs préféré, FranceOS bien sûr. Donc en fait voilà, il n'y a pas d'incitation économique directe. Par contre, effectivement, si votre vote est judicieux et que vous élisez des producteurs de blocs qui apportent une valeur ajoutée à l'écosystème, fatalement le cours du token est censé s'apprécier, puisque finalement, au-delà de la loi de l'offre et de la demande, quelque part, la valeur intrinsèque d'un cryptoactif est reliée à sa communauté, reliée au projet qu'elle porte. Et donc l'avantage de ce système d'élection, c'est que vous allez pouvoir déléguer finalement votre pouvoir à des infrastructures, des personnes et des communautés qui vont défendre vos intérêts. Et donc il y en a plusieurs de par le monde, donc il y a 300 candidats à la production de blocs. Et parmi ces candidats, le token holder, celui qui possède le token, ne sera pas rétribué financièrement pour son vote. Par contre, au long terme, il va favoriser les projets qui lui tiennent vraiment à cœur et qui vont dans son sens, parce que finalement EOS n'est pas si centralisé que ça idéologiquement, c'est-à-dire qu'on peut vraiment défendre différents aspects de gouvernance du protocole, et c'est le vote en fait qui permet d'exprimer cette opinion et de mettre en pratique ces développements. Cercle vertueux. Je vais poser peut-être une question. Oui, alors, écoute. On a une petite question de monsieur ici. Alors, finalement, dans tout ce que vous dites, ça a l'air assez proche comme projet de The DAO. Et finalement, tout ce que vous nous
présentez ici, c'est une promesse qui avait été déjà faite à l'époque sur le projet de ZDAO. Et quels sont les points communs, les différences et les avantages par rapport à ce projet-là? Très bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Moi je peux répondre. C'est assez proche. Alors effectivement, il y a d'énormes similitudes entre ZDIO et EOS dans le sens où le but est de fournir une plateforme qui permet à chacun de propulser ses applications décentralisées. Donc là le but est le même, c'est-à-dire que voilà, on a un système crypto-économique qui permet à chaque individu de librement proposer des systèmes décentralisés et qui peuvent toucher à peu près tous les domaines. Après, là où il y a une grosse différence avec ZDIO, c'est que ZDIO était basé sur Ethereum et tout le monde connaît l'issue fatale de ZDIO, où donc un bug dans le smart contract sur la fonction split qui a provoqué on va dire la fuite de plusieurs millions d'Ethers au profit d'un hacker, et la question de la réversibilité de la blockchain s'est posée. Donc Ethereum, ben, voilà, on connaît les deux camps. Ethereum classique, donc des personnes qui s'opposaient, qui voulaient garder la blockchain immutable et donc qui placent le code is law, c'est-à-dire le code est au-dessus de l'humain, le consensus social vient après le code, et on a finalement ce qui a été décidé à l'époque sur Ethereum, ça a été de fork la blockchain pour pouvoir rendre ces transactions-là réversibles, et finalement c'est le consensus social à travers Vitalik Buterin et ses supporters qui a permis de régler l'affaire, de rembourser les investisseurs et de faire en sorte qu'ils ne soient pas floués. Que dans le cadre de comportements malveillants comme le phishing ou comme le vol purement, le vol de tokens, etc. EOS permet d'avoir un mécanisme très rapide qui permet de geler les fonds des acteurs malveillants. Alors en théorie, ce sont les détenteurs de tokens qui vont élire des arbitres, qui ne sont pas les producteurs de blocs. Donc, normalement, on a deux entités séparées, les arbitres et les producteurs de blocs, et les arbitres peuvent dire aux producteurs de blocs de geler telle ou telle transaction parce qu'elle ne correspond pas à la constitution d'EOS qui a été adoptée par les détenteurs de tokens. Et donc par exemple, tout simplement la propriété privée, qui est vraiment quelque chose d'essentiel sur EOS, le respect de la propriété privée des token holders est placé au-dessus de tout. Et donc il faut des mécanismes pour préserver cette propriété privée, notamment contre les attaques de type phishing, contre le vol pur et simple, etc. Et là où avec Ethereum on a eu cette scission entre Ethereum classique et le Ethereum qu'on connaît aujourd'hui, qui visait justement à rembourser les gens qui avaient été floués par ce fameux hacker. Sur EOS, la question s'est posée dès le lancement du mainnet, étant donné que finalement il y avait déjà, avant le token EOS à proprement parler, il y avait les ERC20 sur Ethereum, et toutes les attaques qui avaient été menées, on va dire, contre les utilisateurs et les détenteurs de tokens ont pu être réglées en quelques jours. Alors chose qui a fait rager certains et que d'autres ont plébiscité, c'est le fait que les producteurs de blocs finalement ont fait ça de manière conjointe, unanime et sans vraiment consulter la communauté, étant donné que les mécanismes de gouvernance sur EOS ne sont pas encore fiables et mis en place. Ils restent encore à déterminer et à développer. Et donc effectivement les producteurs de blocs, et ça vraiment là je le pense, c'est mon opinion, c'est que c'était vraiment en toute bonne foi qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils se sont dit bon, ça serait quand même idiot, juste parce que ces mécanismes de gouvernance ne sont pas mis en place, de laisser des gens se faire flouer, alors qu'on a tout à fait c'est le pouvoir du producteur de blocs, cette capacité là qui est déléguée par les détenteurs de tokens de geler des transactions frauduleuses, etc. Et donc c'est vrai qu'ils ont pris cette décision de manière unanime, en se concertant entre eux et sans vraiment passer par la communauté, étant donné que voilà, on en est au balbutiement d'EOS et du coup ça fait consensus qu'ils n'ont pas perdu leur vote, ils restent dans leur position. Voilà, c'est ça. C'est le principe de gouvernance. Il n'y a pas une gouvernance absolue optimale. Il y a des formes de gouvernance qui correspondent à des mécaniques, des systèmes, des communautés, en fait, des compromis. Des POS, c'est une forme de compromis entre plusieurs choses. Et un des premiers trucs, c'est le consensus social qui doit régler les litiges. On aime ou on n'aime pas. On peut admettre quelque chose, c'est que ce n'est pas la première fois. Il y a eu BitShares, il y a eu Steemit, ça peut tourner.
Et maintenant, c'est à l'épreuve du fonctionnement qu'on verra ce qu'il en adviendra. Mais pour résumer, pour résumer la chose de façon très simple, c'est-à-dire que si vous considérez que les scammers et donc les voleurs ont droit à la propriété privée de ce qu'ils ont volé, ben vous pouvez voter pour des producteurs de blocs qui défendent ça. C'est-à-dire si vous, par exemple, les gens qui râlent contre Bitfinex ou EOS Authority et EOS New York ou EOS 42 en disant ah oui mais ces gens-là ont pris la décision de censurer des transactions parce qu'elles étaient frauduleuses. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ne votez pas pour eux. Votez pour des gens qui ne vont censurer aucune transaction, qu'elle soit reliée à de la pédopornographie, à du vol, à du recel. Voilà, vous avez le choix en fait. Donc c'est tout à fait libre finalement comme système. Après nous, c'est pas forcément notre opinion. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir conscience que dans toute société ou sur tout réseau, il y a quand même des acteurs malveillants, en fait, que ce soit qu'ils soient parasites ou prédateurs. Et donc, en gros, quelle serait la règle d'arbitrage, tu vois, quelle serait la philosophie? Eh bien en fait une des règles fondamentales de décision, c'est le libre consentement. En fait c'est est-ce que des concontractants ont librement consenti à faire un échange ou pas? Et donc si on s'en réfère par exemple au droit français, dans les vices du consentement il y en a 3 qui sont extrêmement classiques. Il y a le dol c'est la tromperie en fait, et c'est ce que pratiquent régulièrement les scammers. Il y a la violence, la violence c'est pas compliqué, on pose un gun sur la tempe, et il y a l'erreur. Voilà. Par exemple, dans un cas de phishing, c'était le cas décrit par Morgan. Le cas de phishing, c'est un cas typique de dol. C'est-à-dire que le scammer se fait passer pour une entité qu'il n'est pas, afin de soustraire les clés privées des gens qui les donnent. Et en fait, on ne me fera pas croire que ces gens-là ont donné aux ficheurs leurs clés privées comme on donne à la Croix-Rouge ou comme on donne au Téléthon. Je veux dire, non, ils se sont fait très clairement tromper et c'est un dol. Et en fait, un dol, c'est un viol du libre consentement. Et donc défendre, à notre sens, un scammer, c'est pas résister à la censure, c'est extrêmement différent. Et en ce sens-là, nous estimons qu'un réseau qui serait débarrassé, je veux dire, des picheurs et des malwares, il aurait probablement plus de valeur qu'un réseau qui est engorgé par ces acteurs en fait prédateurs. Ensuite, évidemment, ce qui va préoccuper la communauté, c'est oui mais d'accord, si les scammers peuvent plus faire leurs activités, est-ce qu'il y a des gens légitimes, par exemple ceux qui sont soumis à une oppression politique, est-ce que eux vont se faire censurer? Eh bien je ne pense pas que d'un point de vue communautaire, la communauté s'offusque, retire les votes à quelqu'un qui va punir en fait les scams avérés. Par contre, essayer de censurer la transaction d'une minorité politique qui cherche à s'exprimer, je pense que là les blocs producteurs vont perdre leur vote. En tout cas, moi je retirerai mes votes à toute personne qui censurerait des actes en fait qui ont été librement consentis. Mais dans un cas d'arnaque, il n'y a pas d'honneur spécifique à défendre des scammers. En fait, je veux dire, le scam, c'est une putain de plaie. Voilà, tout simplement. On peut le dire. Dans le milieu des cryptos. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter là-dessus? Moi j'ai une petite question. Monsieur, il y a une question. Voilà, donc on avait une question du début qui n'a pas forcément encore été évoquée, c'est finalement l'utilisation de l'EOS dans la réalité. Est-ce que les gens s'en servent? C'est naissant. Ouais, c'est naissant parce que moi personnellement ce matin j'ai payé 2 cafés avec du Bitcoin et puis maintenant je pense que les gens se demandent, d'accord, c'est énorme, c'est un monstre truc, en plus ça déchaîne les passions sur internet, mais qu'est-ce que les gens en font concrètement déjà maintenant que ça existe? Est-ce que ça existe déjà EOS ou est-ce que ça existe pas? Parce que c'est une énorme question. Je vais te répondre de façon caricaturale, ensuite je répondrai. Est-ce qu'un bébé de 6 mois parle? Bon, ça dépend lesquels. Oui, dans certaines ils sont pas mal tes bébés. Mais c'est un peu c'est un peu ce que je te répondrai, c'est-à-dire que le réseau EOS vient de se lancer, donc il a fait une levée de fonds magnifique, il a été développé, ensuite l'usage n'est pas comparable à Bitcoin qui a quasiment 10 ans. C'est normal, ouais. Voilà, après il a été lancé, il y a le mainnet qui fonctionne, il y a déjà eu des premiers cas justement où on a éprouvé le modèle de gouvernance, il demande à être amélioré, il y aura probablement des attaques, mais il y aura probablement des évolutions, et c'est un réseau qui pour l'instant est fonctionnel, avec ses limites qui sont propres à tout réseau naissant en fait. Et des expériences qu'on va en retirer. Aujourd'hui en fait le token EOS, vous avez vu la première application qui est votée pour les block producers, mais il y a la deuxième application évidente qui va sortir là, c'est l'utilisation pour pouvoir déployer des applications comme Everypedia pour faire un Wikipédia décentralisé. Avec un portefeuille type scatter, vous pourrez utiliser des applications dans la vie de tous les jours.
jour, et vos tokens EOS serviront à ça. Pour les développeurs d'applications, le token EOS peut être ce qu'on appelle staké pour demander des ressources, que ce soit CPU, mémoire, disque ou bande passante. C'est la première blockchain à proposer ça, dans son sens où le token sert à demander des ressources sur ces 4 marchés-là. D'autres technologies ne prenaient pas en considération ces quatre dimensions-là de l'aspect technique. Et aujourd'hui, avec EOS, vous pouvez, si vous avez une application qui demande beaucoup de mémoire, vous pouvez la déployer et savoir combien ça va vous coûter en mémoire, en CPU et dans contrairement au gaz chez Ethereum. Il faut connaître le coût, hein, mais le gaz ça fait couler beaucoup d'encre, surtout quand il y a des engorgements de réseau où on a des difficultés à appeler une fonction sur un contrat, même la plus simple. Du moment que le contrat est un peu trop compliqué, ça monte très vite dans les tours. Chez OS, il y a quand même une prévisibilité sur la consommation des DApp futurs. Et il y a un marché pour justement pour acheter de cette ressource auprès des blocs producteurs, puisque ce sont les blocs producteurs qui fournissent ces ressources techniquement. D'autre part, le fait que les blocs producteurs maintiennent des architectures qui sont très puissantes, très grosses, fait que techniquement aujourd'hui on a potentiellement des applications qui vont fonctionner de façon très rapide. Sur les premiers testnets qui ont été mis en place avec Jungle Testnet en Allemagne, on arrive à atteindre du 2000 transactions par seconde, ce qui aujourd'hui n'était pas forcément faisable. La décision a été prise au niveau EOS technique de pouvoir utiliser les machines les plus puissantes à disposition et pas de chercher les machines les moins puissantes, mais c'est aussi pour garantir un service optimal et ça en incombe au BPO de fournir le meilleur BPO possible, sinon la communauté pourra se retirer en termes de vote. Concrètement, au jour d'aujourd'hui, EOS, à quoi sert-il? Quelles sont les possibilités? Alors là, évidemment, c'est une réponse un peu bateau, mais comme tous les crypto-actifs, EOS est un système d'échange de valeur décentralisé. Donc à l'heure actuelle, à l'instar de Bitcoin, il est tout à fait possible de créer un wallet en quelques clics de souris et d'échanger de la valeur sur Internet de façon bien plus rapide d'ailleurs, étant donné que le temps de production de blocs sur EOS est d'une demi-seconde. Donc là, c'est un peu, on va dire, au niveau de l'échange de valeur lui-même, le EOS a quand même des améliorations par rapport à la plupart des systèmes d'échange de valeur décentralisés existants, étant donné que voilà, le Delegated Proof of Stake est un mécanisme de consensus qui permet d'exécuter ce type de transaction beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est l'existant. Après, effectivement, ce qui a été à venir a été évoqué par mes amis, mais pour résumer, il faut vraiment voir EOS comme une plateforme permettant de déployer des applications décentralisées, non pas en payant les multiples nœuds qui sécurisent cette blockchain, mais en allouant des ressources financières qui vont être reliées à la mémoire, à la quantité de CPU, c'est-à-dire en fait finalement aux ressources informatiques qui vont être monopolisées. On a un vrai marché de la ressource informatique, un peu à l'instar aussi d'IXEC finalement, à part que là sur EOS c'est vraiment automatique, et on peut vraiment avoir des coûts qui sont totalement corrélés aux infrastructures informatiques monopolisées. Donc finalement c'est une plateforme d'application décentralisée qui, comme Ethereum, va se différencier à la fois sur la rapidité d'exécution, mais aussi sur la façon dont on finance ces applications décentralisées. C'est-à-dire on ne va plus les financer par du gaz, en payant stricto sensu les transactions, on va payer du CPU, donc un usage des processeurs qui vont être utilisés pour déployer ces applications, l'usage de la mémoire, et également la bande passante, c'est-à-dire qu'on peut aussi, si on a besoin par exemple d'une grosse bande passante parce qu'on a des pics de demande très répétés, et bien on va payer cette bande passante, et à l'inverse, si jamais on n'a pas vraiment besoin de bande passante et que finalement les flux de transactions sont assez rares, ben on payera beaucoup moins en fait. Donc c'est vraiment, on a cet équilibre entre ressources consommées et financement en fait. On a vraiment cet équilibre entre les deux qu'on n'a pas sur Ethereum, même si c'est discutable maintenant qu'il y aura Raiden, Casper, etc. Mais oui, voilà. C'est pas en production. Voilà, c'est pas en production. Donc, si la question était est-ce que ça existe, voilà. Ça existe. Il y a un mainnet, il y a une blockchain qui tourne, vous pouvez enregistrer des transactions. Une des premières utilisations c'était les votes et ça fonctionne. Et on peut s'échanger des valeurs, tout va bien. Et vous pouvez vous échanger des valeurs.
Ok, ben je crois qu'on va conclure parce qu'on doit aller. Donc déjà merci infiniment. Pour nous c'était vraiment une belle opportunité de poser des questions directement à des équipes qui sont vraiment en interne hein, de ce système de l'EOS. Et puis donc je vous remercie vraiment d'avoir participé si ouvertement à répondre à nos questions. Et puis l'exposé était vraiment complet, je crois qu'on n'a plus rien à demander. Et puis je vous souhaite une bonne suite en tout cas. Bonne chance aussi pour la suite des opérations. Votez pour Franceos. On mettra dans les liens juste en dessous, on mettra tous les liens qu'il faut pour l'équipe. Donc comme ça, souvent aussi pour le contact ou autre. Il y a tout ce qu'il faut juste en dessous dans la description. A tout bientôt tout le monde, puis merci encore à tout le monde. Ciao.